Et ouais, c'est dur. C'est dommage. C'est très dommage pour le FC Barcelone. Ce match, dans la manière dans laquelle on l'a perdu, est extrêmement frustrant. C'est un match qu'on n'aurait pas dû perdre. C'est un match qu'on aurait dû gagner 5-0. En vrai de vrai. Et c'est là-dessus que je vais attarder, que je vais focaliser finalement cette vidéo. Sur cette idée de se dire, les gars, restons team positif. Je vais rebrandir le drapeau qu'on brandissait l'année dernière de la team positif et vous dire, concentrons-nous sur la manière. Ce soir, la manière, ça a peut-être été l'une des manières les plus belles qu'on a vues du FC Barcelone sur toute cette saison. Alors oui, encore une fois, cette défaite est très frustrante. Le Real Madrid peut passer devant nous, l'Atlético est passé devant nous. Mais s'il vous plaît, les gars, concentrons-nous sur le fond de jeu. Avec ce fond de jeu, on ira loin cette saison. Bon les amis, comme je viens de vous le dire, ce soir on va essayer de s'attarder sur le fond de jeu du côté du FC Barcelone parce que le résultat, comme je viens de vous le dire, il fait mal. Il fait très très mal. Mais sur le fond de jeu, on a vu d'excellentes choses. Moi, j'ai été très content de ce Barça, extrêmement content de cette première mi-temps. Deuxième mi-temps aussi, il y a eu de très bonnes choses. On s'est créé de nombreuses grosses occasions. Un petit peu comme l'année dernière. L'année dernière, on se créait aussi beaucoup de grosses occasions, mais on n'était pas assez décisif. Et malheureusement, ça nous coûtait beaucoup de matchs. Cette saison, on remarque que ça arrive de plus en plus souvent du côté du FC Barcelone. On l'a vu contre les Ganes, on le voit également ce soir contre l'Atlético Madrid, comme quoi les mots d'hier peuvent également être les mots d'aujourd'hui, même si on change d'entraîneur. Mais du côté du Barça, on a un Barça qui arrive avec une composition d'équipe un petit peu surprise, sauf ceux qui consultent un petit peu les informations très précises du Barça depuis hier 16h à peu près, donc vendredi 16h, il y a les informations comme quoi Gavi et Fermin Lopez vont être titulaires, et donc tu as ces deux joueurs-ci qui vont être présents sur la feuille de match, un Dani Olmo qui est sur le banc, un Ferran Torres qui est sur le banc. Et moi, je me dis, quand je vois ce 11-ci, question, comment on va régler la problématique justement de cette offensive du FC Barcelone qui souvent est trop verticale, et là tu mets Fermin et Rafinha qui sont deux joueurs ultra verticaux, mais aussi cette problématique qu'on a vue notamment contre le Celta Vigo et aussi contre la Real Sociedad, qui est cette problématique d'être beaucoup trop à l'intérieur du jeu, beaucoup trop axial. Et là tu mets aussi Fermin Lopez et Rafinha qui sont des joueurs qui, on le sait, évoluent et performent très bien, en tout cas depuis le début de saison et depuis même un an on va dire, dans l'axe. Ils ont beaucoup de mal à être performants quand ils sont sur les couloirs, sur les côtés. Donc, pour élargir le bloc de l'Atlético Madrid, je ne voyais pas trop comment on allait faire. Sauf qu'au coup d'envoi, on voit tout de suite comment va se structurer ce FC Barcelone et on est face à un 4-3-3. Donc, au lieu d'avoir un retour, beaucoup de gens citaient le fameux retour du milieu à 4, qui était pour moi faux, hein, parce que le milieu à 4, dans tous les cas, on l'a depuis le début de saison. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. On retrouve un Barça qui joue dans un vrai 4-3-3. Le vrai 4-3-3 qui a fait la gloire du FC Barcelone, avec notamment ces deux joueurs qui vont fortement écarter et un milieu à 3 avec une seule pointe basse. Et c'est ce qui se passe parce qu'on voit ce milieu avec Casado qui est réellement le joueur le plus défensif, donc bien évidemment façon Busquets, ce n'est pas Busquets mais je vous dis façon dans la manière dont il va interpréter ce rôle-ci, et deux joueurs à ses côtés qui sont finalement de l'8 que vont être Gavi et Pedri. Donc on n'a pas de réel numéro 10 comme on a depuis le début de saison et un double pivot. Là on a vraiment Gavi et Pedri qui sont à la même hauteur, avec toujours un joueur qui va plus aider Casado, ça peut être Pedri qui va l'aider pour la relance etc. et Gavi qui va se mettre un petit peu plus devant, ou des fois ça peut être Gavi qui vient aider, tu as du Pedri qui peut se projeter dans le demi-espace, du Gavi qui peut se projeter dans le demi-espace droit, ça se passe bien, ça permute, il y a des couloirs, mais c'est un milieu qui va être en triangle, mais d'une manière où il va y avoir une seule pointe basse, qui est totalement différent que ce qu'on a vu depuis le début de saison. Et ensuite, tu as réellement deux ailiers qui vont être sur les couloirs. Et là, ça me surprend énormément, parce que Fermin Lopez, tu peux t'attendre à ce que réellement il ait le rôle de Rafinha, c'est-à-dire demi-espace gauche. Non, là, tu as un Fermin Lopez qui est réellement couloir à gauche. Et ça, c'est super intéressant. Et de l'autre côté, tu as un Rafinha, j'arrête pas de le dire, qui des fois a du mal à être bon sur le couloir, sur l'aile, qui l'a été ce soir très performant sur ce couloir et qui est resté notamment collé à la ligne. Donc on a vu un Barça super intéressant dans le jeu. Et là encore une fois, comme je vous l'ai dit dans l'intro, je m'arrête au jeu et on a été bon. Pourquoi on a été bon? Parce qu'on est sur un Barça qui a su mêler ses deux forces. On avait déjà vu ça contre Dortmund. Je vous avais dit contre Dortmund, la manière, on est sur le bon chemin. Là, on a changé de système, mais dans la manière, dans le fond de jeu, dans l'animation, on n'a pas trop changé. C'est-à-dire que contre Dortmund, on a enfin assumé d'avoir des vrais temps de conservation. Des fois à outrance face à Dortmund. Là, ce qu'on a su bien faire contre l'Atlético Madrid, c'est qu'on a réellement joué avec nos deux forces, que sont la conservation, mais aussi la verticalité. C'est-à-dire que cette fois-ci, dans l'axe, on avait un réel bloc de temporisation. Pedri, Gavi, Casado, on sait que ça peut redoubler les passes, on sait que ça peut bien jouer, que ce soit dans le positionnement, mais aussi ballon entre les pieds. On a des vrais joueurs de possession. Et ensuite, en revanche, sur les côtés, Fermin Lopez, Rafinha, des dynamiteurs.
Et là, on envoie les joueurs dans la verticalité et dès qu'ils avaient le ballon, souvent c'était pour aller vers le but. Mais on avait ces deux associations. C'est-à-dire qu'on est en capacité, quand il le faut, de conserver, mais bien évidemment, quand il faut aller vite, jouer dans la verticalité. Donc c'est bien parce qu'on s'adapte. Les joueurs qui sont plus des joueurs de conservation, type Pedri, Gavi, etc., se mettent des fois au diapason des joueurs de verticalité pour les servir. On a vu plein de fois Pedri jouer en une touche de balle, deux touches de balle sur un Rafinha qui prenait la profondeur. Il se met au diapason du style de Rafinha. Et d'un autre côté, tu as des ailiers, des Fermin et des Rafinha qui à certains moments se mettaient au diapason de la conservation et étaient en capacité de pas tout le temps aller tout droit et des fois un petit peu de revenir en retrait. Donc les deux parties font des efforts et c'est en faisant des efforts qu'on va aller loin parce que ce Barça, on l'a dit, ne peut pas jouer constamment dans la surverticalité. Au début de saison, ça marchait parce que tes joueurs étaient à 100%, parce que c'était un peu une surprise de jouer de cette manière-ci. Maintenant, nos adversaires nous attendent. Du coup, forcément, tes attaques, tu peux les anticiper plus facilement. Et d'un autre côté, la possibilité aussi de conserver le ballon, on l'a déjà dit plein de fois, ça nous permet d'avoir un pressing qui est encore plus efficace. Et vous avez vu en début de match le nombre de fois où l'Atlético Madrid il balançait des ballons devant parce qu'il ne savait pas quoi faire, parce que toi, ton bloc était déjà placé haut et forcément, tu les acculais beaucoup plus facilement. Donc, on a un Barça réellement dans le contenu qui a été intéressant avec de l'intensité et ça aussi, il faut en parler. Le fait qu'on ait une semaine de repos, ça t'apporte beaucoup de plus parce que, on l'a aussi évoqué, la difficulté du Barça cette saison, c'est que tu as un effectif qui est limité en nombre et forcément, quand ton équipe type, elle est un petit peu plus fatiguée, tu as du mal à performer. Mais à partir du moment où tu as une semaine de repos, ce qu'on va avoir assez occasionnellement cette saison, tout de suite tu arrives à encore plus interpréter ses attaques, ses offensifs et avoir un jeu qui soit assez incisif. Ça n'arrivera encore une fois pas tout le temps cette saison, ça va être rare, mais quand c'est le cas, on voit bien évidemment donc que l'aspect physique, l'aspect du repos, il est important pour cette équipe du FC Barcelone. On a donc un Barça qui, je trouve, joue excellemment bien, surdomine son adversaire de l'Atlético Madrid. On ne voit rien. Du côté de l'Atlético Madrid, je suis désolé, on ne voit aucune individualité. Alvarez, il est éteint. Griezmann, il est éteint. Le milieu de terrain est éteint. Il n'y a aucun joueur qui arrive à sortir du lot du côté de l'Atlético Madrid. Et tu as un Barça qui continue ses offensives et qui joue les coups, qui a des occasions. Et à la 30e minute, but de Pedri. Alors, but de Pedri, bien évidemment, si on regarde bien ça au ralenti, on voit que Gavi, son intention, c'est pas réellement de lui faire une passe talonnade. On voit que c'est plus un contrôle orienté qui finit par être une passe. Si on regarde encore plus à la loupe, la frappe de Pedri, elle est un tout petit peu déviée, ce qui fait qu'elle va dans le petit filet. Donc, de la réussite sur ce but-ci du côté du FC Barcelone. Mais cette réussite, elle vient à côté d'une surdomination du FC Barcelone. Cette réussite, elle n'intervient pas dans un moment où le Barça joue main dans la main avec l'Atlético Madrid. Non, le Barça surdomine réellement l'Atlético Madrid. Donc le 1-0 est totalement mérité. Ça met en avant la bonne titularisation tout d'abord de Gavi qui fait un bon match. On n'est pas encore sur Gavi à 100% et on l'a dit, on sera patient avec lui. Mais surtout, ça met en avant la prestation de Pedri. Voilà, Pedri, je ne sais pas combien de fois j'ai évoqué son nom depuis le début de saison. C'est certainement le joueur qui est le plus présent dans toutes les miniatures que je fais, que ce soit les miniatures de fin de match, mais comme les miniatures de début de match. C'est un joueur incroyable, c'est un magicien, c'est un joueur splendide, d'une élégance, enfin j'ai plus de qualificatifs pour le nommer ce joueur-ci. Mais c'est exceptionnel dans sa capacité à être collectif, mais aussi à savoir choisir les bons moments pour temporiser ou pour jouer dans la verticalité. Il a tout le temps le choix qui est juste, ou en tout cas minimum 9 fois sur 10. C'est assez incroyable. Donc bien évidemment, il y a toujours les débats, Pedri, Bellingham, etc. Il faudrait au bout d'un moment arrêter avec ce genre de débat parce que tout d'abord, ce sont des joueurs qui ne jouent pas au même poste. On ne va pas demander exactement la même chose. Et il faut arrêter de comparer tout le temps ces deux joueurs et d'être dans une guerre permanente alors que ce sont deux joueurs qui sont excellents et qui apportent beaucoup dans leurs équipes et dont leur équipe est quasiment dépendante. Alors bien évidemment, Bellingham va plus stater, mais peut-être que Pedri dans le jeu, il va être encore plus présent dans la conservation. Effectivement, Bellingham, il y a des critiques sur lui du côté des supporters du FC Barcelone. Oui, techniquement, il a des faiblesses, il a des lacunes. Oui, mais en même temps, le mec, il fait 15 km par match. Il est au four et au moulin, il est en haut, il est en bas. Donc oui, des fois, il y a du déchet technique. De l'autre côté, tu as les supporters du Real Madrid qui te diront « Oui, Pedri, il marque pas assez de buts, etc. » Oui, mais Pedri, il est dans un double pivot. Donc forcément, tu vas pas lui demander de stater. Mais si tu regardes le nombre de joueurs qui ont créé des occasions pour leurs équipes, Pedri, à chaque fois, il est en haut des classements. Donc au bout d'un moment, il faut que les deux parties arrêtent de tout le temps s'embrouiller et juste qu'on apprécie ces deux joueurs-ci qui sont très bons pour leurs équipes. Et là, on a un Pedri qui ce soir, encore une fois, là, les passes sur Rafinha en fin de match, Rafinha quand il tape la barre, mais la passe de Pedri juste avant, elle est exceptionnelle. En toute fin de match, je sais pas si vous la voyez, cette passe qu'il donne pour le 1 contre 1 de Rafinha, mais il vient la claquer un tout petit peu comme ça, il vient la fouetter, mais le geste est d'une pureté, mais c'est magnifique, c'est soigneux, c'est Pedri, voilà, donc désolé, hein, j'en parle encore pour la millième fois cette saison, mais c'est monumental ce genre-ci qui te fait une masterclass. Ce soir, c'est une masterclass de Pedri, et beaucoup de joueurs aussi qui ont été bons, et notamment, par exemple,
exemple, je vais parler d'un Fermin. Fermin n'a pas été le meilleur joueur du FC Barcelone. Bien évidemment que Fermin Lopez n'est pas un ailier. Bien évidemment que dans un monde idéal où le Barça a les moyens de pouvoir recruter ce qu'il veut, tu mets un vrai ailier de couloir, un vrai ailier, entre guillemets. Là, avec Fermin, bah désolé, oui, tu as un ailier de remplacement qui est un milieu de terrain de base. Donc forcément, tu as des défauts. Mais au moins, ce qui a été intéressant avec Fermin Lopez, c'est qu'il s'est mis sur le couloir. Tactiquement, ça a été important pour le FC Barcelone d'avoir un joueur qui puisse élargir le bloc adverse et avoir un vrai ailier droit, un vrai ailier gauche. Donc oui, encore une fois, c'est pas Neymar, c'est pas Lookman, c'est pas Luis Diaz, c'est pas qui vous voulez, parce que c'est pas un ailier gauche. Donc faut pas lui demander d'être bon déjà à ce poste-ci et en plus, par exemple, de marquer des buts, parce que sinon vous attendez de lui des performances d'un vrai ailier de top niveau. Mais ce qu'il a fait au moins tactiquement de faire l'effort de le faire, collectivement ça a servi. Et en plus de ça, je vais rajouter quelque chose, ça a servi pour Baldé. Vous avez trouvé un Baldé qui a été bon dans ce match-ci. Mais pourquoi? Parce que Baldé, on le dit depuis un certain temps, il a des limites, on est tous d'accord par rapport à ça. Mais il faut aussi évoquer le fait que Baldé, il est esselé sur son côté gauche. Il est tout seul, c'est-à-dire qu'il doit faire haut, bas, il doit monter, il doit défendre, il doit faire les actions offensives, les actions défensives. De l'autre côté, Koundé, vous l'avez vu, dès qu'il y a Lamine Yamal, il est tout de suite meilleur. Pourquoi? Parce que tu as un joueur avec qui il peut collaborer, avec qui il peut parler football, avec qui il peut y avoir des passes, etc. Il peut faire des appels, Lamine Yamal va très bien le servir. Baldé, c'est un peu la même chose. Le problème, c'est que depuis le début de la saison, bah, sur le côté gauche, tu n'as personne. Parce que Rafinha est un joueur qui est très intérieur. Je ne dis pas du tout que c'est la faute de Rafinha, mais c'est vrai que Baldé est esselé. Or là, tout de suite, tu le mets quelqu'un avec lui, bah, tu trouves un Baldé qui va pouvoir des fois faire des appels avec lui. Un Baldé qui des fois va pouvoir être présent à l'intérieur du jeu. Un Baldé qui des fois va pouvoir être présent sur la ligne. Un Baldé qui des fois, quand il va être un tout petit peu plus fatigué, va pouvoir se reposer en étant un tout petit peu plus en retrait. Donc forcément, quand il va avoir le ballon, il va être tout de suite plus intéressant. Donc oui, encore une fois, Fermin Lopez, c'est pas top niveau d'un ailier gauche, mais c'est pas un ailier gauche. Et en plus de ça, tactiquement, il a su respecter ce qu'on lui a dit de faire. Donc voilà, en tout, on a un Barça, je trouve, assez bon. On a à part Lewandowski qui des fois vendange un peu trop. Et d'ailleurs, vendanger, c'est notre défaut. Encore une fois, comme contre les Ganes, ce qu'il faut mémoriser, c'est que des grosses occasions, on s'en est créé beaucoup. Des 1 contre 1, on en a eu beaucoup. Au Black, à la fin du match, il sort des vraies parades. Et on a de grosses situations du côté du Barça. Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel on va devoir s'améliorer. Qui était aussi nos défauts les saisons précédentes. Il ne faut pas l'oublier. On était une des équipes qui se créait le plus de grosses occasions en Europe. Mais on avait des problématiques à conclure. Bah là, on va peut-être retomber sur les mêmes problématiques. Mais ce qui est bien du côté du FC Barcelone, c'est que dans la manière on est présent. C'est pas on perd 2-1, on n'y est plus du tout. Dans la manière comme contre le Celta Vigo, comme la Real Sociedad, comme contre Las Palmas, on est archi sous l'eau. Non, là dans le contenu, on a été excellent. Quand je dis excellent, vraiment, je mâche pas mes mots. C'est difficile d'y croire parce que tu perds 2-1. T'as pas envie d'y croire, t'es déçu, c'est les vacances, le Real va passer devant, etc. On est frustré, mais encore une fois, arrêtons-nous sur le fond de jeu ce soir qui a été très bon. Et je vous jure qu'avec cette manière-ci, on ira loin parce qu'au bout d'un moment, cette efficacité, elle va s'arrêter de tout le temps être contre nous. Au bout d'un moment, ça va venir vers nous, ça va redevenir à la normale. Tu vas avoir des joueurs qui sont en capacité de marquer. Donc oui, il faut marquer, mais il ne faut pas se dire « Oh, on arrête cette formation, on arrête ce type de jeu parce qu'on a perdu contre l'Atlético Madrid. » Non, efforçons-nous à jouer ce même football. Ce football, comme je vous l'ai dit, qui joue avec nos forces de verticalité, avec nos forces de conservation, sans faire de la surverticalité, sans faire de la surconservation. Ni l'un ni l'autre. Jouons avec ces deux forces-ci. Et vous allez voir qu'avec le retour des blessés, des Gavi, peut-être un De Jong qui va pouvoir s'incorporer là-dedans, peut-être avec le retour d'un Araujo qui va pouvoir faire souffler certaines personnes, on va pouvoir s'améliorer et encore aller plus loin. Alors maintenant, ça va être une grosse lutte. On va arriver sur la deuxième partie de saison. On va avoir des concurrents qui vont être certainement devant nous. Ça va être nous, les chasseurs, et eux qui vont être les chassés. La dynamique va être différente, mais il faut y croire. Je vous promets qu'avec cette manière, il faut y croire, la team positive. Donc voilà, mesdames et messieurs, un débrief un petit peu différent que ceux de d'habitude. D'habitude, je vous parle un peu de ce qui se passe dans les minutes, etc., les phases, les temps forts. Là, bon, je suis obligé d'évoquer les 90 minutes parce que j'ai l'impression qu'en fait, on a surdominé le match pendant ces 90 minutes-ci. Alors, si vous voulez, on peut revenir sur l'égalisation de l'Atlético, mais j'ai juste à dire que Casado, selon moi, n'est pas fautif et le but de l'Atlético, le dernier à la dernière minute, je trouve pas non plus de fautif. Mais sinon, voilà, je trouve vraiment qu'on a eu un Barça qui a été cohérent tout le long du match et c'est selon moi ce qui est important de retenir dans ce match-ci, même s'il manque un petit peu l'efficacité. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de ce match-ci, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à répondre et à envoyer vos questions pour la FAQ de mi-saison. Ça se passe dans le communauté YouTube. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.